Très chères sœurs et frères émergents, je suis votre frère et compagnon Didier Moumengi. Les thèmes choisis par notre coordination pour nos prochains échanges, à quelques semaines du 30 juin 2020, c'est les bilans de nos 60 ans d'indépendance et les voies et moyens du nouveau départ congolais. Comme l'exige la tradition dans notre famille, voici en audio le mot qui a introduit la réflexion écrite que je vous propose et dont le titre est « Les nouveaux départs congolais après 60 ans d'indépendance ». Distingués frères et sœurs émergents, d'après la cosmogonie bantoue, Muntu est un lexème composé de 2 syllabes. Mu qui signifie moi et Ntu qui veut dire esprit et âme. Traduit phylogénétiquement, Muntu renvoie à l'ensemble « je suis esprit et âme, donc je suis ». L'esprit est le siège de la conscience, de l'intelligence, de la logique, de la mémoire, de l'imagination créatrice, etc. Dans nos traditions, l'esprit est ce par quoi l'homme pense, apprend, raisonne et décide. L'âme guide l'esprit, donne à l'homme la conscience d'être. L'âme est le moteur de la vie et la racine de toutes les opérations vitales de l'existence humaine. L'esprit et l'âme sont donc les 2 compartiments de l'habitacle de Dieu dans l'homme. Quand la Bible dit, dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait », les livres saints demandent aux hommes de forger une humanité à l'intelligence, à la créativité et à la moralité parfaite. Peut-on accepter que l'état apocalyptique actuel de notre société soit la vitrine de la défaillance de notre esprit et de notre âme, incarnant honteusement toute l'étendue de ce que notre humanité est capable de désirer, de penser, de concevoir, d'imaginer, de façonner ou de construire? Comment aujourd'hui, 60 ans après notre indépendance, refuser catégoriquement ces naufrages et faire de ce cauchemar sociétal un tremplin pour un bien meilleur devenir national? Comment susciter les déclics des consciences en vue de retrouver la confiance en notre capacité de vaincre ces maux, ces tares et ces misères qui martyrisent notre société et couvrent de honte l'humanité que nous représentons au cœur de l'Afrique? Depuis le 30 juin 1960, jour de l'indépendance nationale, les hommes et les femmes que nous sommes, nous nous réduisons année après année à la seule dimension concupiscible de notre humanité, c'est-à-dire une vie humaine correspondant par essence aux appétits inférieurs et primitifs. Manger, aimer, boire, copuler, jouir, etc. De plus en plus, nous nous conformons bizarrement à l'être humain que la traite négrière et la colonisation s'évertuent à façonner pour justifier la marchandisation de notre humanité à défaut de notre asservissement colonial. En 1735, rappelons-nous, dans son traité de métaphysique, l'écrivain français Voltaire s'était permis d'affirmer que les Blancs sont supérieurs aux nègres, comme les nègres le sont aux singes. Le 18 mai 1879, dans son discours sur l'Afrique, l'autre écrivain français, Victor Hugo, s'était cru en droit de dire qu'au XIXe siècle, les Blancs a fait du noir un homme. Au début du XVIIIe siècle, l'économiste anglais David Hume avait osé attester qu'on n'a jamais découvert chez les nègres le moindre signe d'intelligence. L'Allemand Emmanuel Kant n'y était pas allé par le dos de la cuillère dans son essai sur les maladies de la tête en certifiant que la nature n'a doté de nègres d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Quand on voit ces hommes, les Noirs, déclara Charles Darwin, c'est à peine si l'on peut croire que ce soit
des créatures humaines. L'autre Français, Montesquieu, a été plus que cynique en disant on ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Le philosophe britannique Bertrand Russell, lui, s'était voulu catégorique en disant aucun gouvernement démocratique ne pourra jamais marcher en Afrique. Et même le grand Gandhi s'en était mêlé. Le 3 juillet 1907, il a dit que les kafirs, les nègres, sont en règle générale non civilisés. Ils vivent presque comme des animaux. En 1911, la sœur Arnoldine Falter et les sœurs du précieux sang publiaient à Bamania, aux encablures de Bandaka, dans la province de l'Équateur, un livret de chants pour écoliers intitulé Congo Salangana, c'est-à-dire Congo, réjouis-toi. Et dans ces livrets, on chantait, nos grands-parents, nos parents chantaient « Ô Père Cham, la punition que Dieu t'avait infligée est héritée par nous tous. Regarde-nous, tous les Noirs de ces pays, les Congos, opprimés à cause de ta terrible insulte. En vérité, la malédiction de Canaan n'a rien à voir avec les Noirs. Certes, dans Genèse 9, versets 25 et 27, Dieu dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. » Mais dans Genèse 13, verset 2, Dieu dit « Abraham s'établit au pays de Canaan. » Dans Genèse 17, verset 8, Dieu dit à Abraham « À toi et à ta race après toi, je donnerai les pays où tu séjournes, tous les pays de Canaan, en possession à perpétuité. » Donc, bibliquement, nous les Noirs, nous sommes issus des couches. Pour la branche nubienne et Misraïm, pour le Noir égyptien, le Kemet, Canaan renvoie, d'après la Bible, aux Hébreux. Donc, cette malédiction n'a rien à voir avec nous. Chers frères et sœurs émergents, toutes ces insinuations dégradantes et déshumanisantes ne sont pas des inscriptions neutres et légères dans les registres de la mémoire. Elles constituent les composantes fondamentales de la crise qui nous endeuille aujourd'hui. Ces passés de la traite négrière et de la colonisation nous poursuit. Il se niche profondément en nous comme un ver. On ne le voit pas de l'extérieur, mais il ronge et paralyse nos neurones, nos esprits et nos âmes. Par cet odieux passé, nous avons perdu confiance en nous. Nous ne sommes plus Montou, parce que nous vivons dorénavant sans notre tête, sans notre tout. Les désespoirs, la honte, la culpabilité et même les sentiments d'inutilité de notre humanité désagrègent tous les jours notre essence humaine. Ces passés, en effet, demeurent les cimetières de notre âme. Il ne s'agit pas d'une nécropole après une mort biologique, mais d'une sépulture phénoménologique au sein de nos consciences, au fond de nos âmes, à l'intérieur de nos esprits. Une mort qui, en engendrant la pathologie du sens historique, nourrit en nous, aujourd'hui plus qu'hier, des troubles d'affectivité, des sentiments d'impuissance et de comportements autodestructeurs. Si les plus fiers, les plus distingués, les plus instruits et les plus diplômés, les plus embourgeoisés et les plus nationalistes d'entre nous décident de se débarrasser de tout ce qui est étranger au savoir-faire national, ils deviennent complètement nus, comme notre ancêtre Lucie. Car nous importons tous nos outils, tous nos moyens de survie. Nos aliments, nos vêtements, nos médicaments, nos ordinateurs, nos feuilles, nos chaises, nos lits, nos draps, nos serviettes, nos engins agricoles, nos moyens de transport et de communication, jusqu'au cure-dents et même nos cercueils. Nous importons tellement tout que
que de plus en plus, nos salles de fête et de réunion deviennent des chapiteaux importés. Nous ne sommes donc ni sous-développés, ni sous-équipés, ni en voie de développement. Nous sommes tout simplement une société éperdue. Nous sommes tout simplement un peuple perdu. Nous sommes surtout une élite dépatriée, vivant sans sa tête, évoluant sans son cœur. Il n'y a qu'un remède pour exorciser cette endémie de la non-estime de nous-mêmes et qui se transforme peu à peu à un processus de liquidation de l'essence même de l'humanité que nous représentons au cœur de l'Afrique. Ces remèdes, c'est l'urgence de corriger la version coloniale, partiale et biaisée de notre passé, c'est-à-dire décoloniser notre histoire, forger crânement une histoire autobiographique en ayant conscience que l'avenir est une porte et le passé en est la clé. Aujourd'hui, comment exorciser cette agonie psychique qui nous a transformés en destructeurs de notre propre pays? Comment vaincre ces distorsions cognitives intergénérationnelles qui nous conduisent à mener un style de vie sociétal aussi peu intellectif? Il y a en psychothérapie une manière principale de soigner les structures mentales névrotiques. On l'appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Elle a 2 segments axiaux. Le premier segment est la correction mémorielle. Cette stratégie consiste à identifier et à modifier les pensées irrationnelles qui engendrent les sentiments d'impuissance. Le second, c'est la psychoéducation qui consiste à purger les stocks d'informations négatives qui nourrissent la névrose traumatique. La correction mémorielle et la psychoéducation se fondent sur le postulat que le passé est sa mémoire, les présents et ses actes au quotidien, les futurs et l'intelligence prospective ne sont que des moments d'une même réalité, à savoir l'histoire. Nous devons par conséquent nous convaincre et enseigner à nos enfants que la traite négrière et la colonisation relèvent du passé simple de notre histoire qui, au-delà de cet intermède, a un passé antérieur, pavé de hauts faits, des couches et Nimrod, fils et petit-fils bibliques de Noé, à Nimi Alukeni, fondateur du royaume Congo, de l'Égypte pharaonique à Napata, de l'écriture méroïtique aux écrits rupestres de Lovo, du pharaon Targa à l'eunuque de Candace, d'Osiris dont la statuette a été découverte chez nous en 1918 vers Lualaba, au bâton d'Ishango, là où est née la science, dans notre pays, de Saint-Maurice de la légion thébaine à Nimi du royaume Kuba, de Konsu de la trinité égyptienne et thébaine au Benakonchi du Kassai, j'en passe et des meilleurs. Voilà, chers frères et sœurs émergents, pourquoi nous devons réécrire notre histoire. Cette histoire doit être réécrite comme science, comme discipline pédagogique, comme patrimonialisation muséographique, comme promotion des romans et des fictions historiques, comme archéologie, comme culture mémorielle par des monuments, des stèles et des statues, comme films, chansons, contes, bandes dessinées, pièces de théâtre, comme politique de baptisation et de débaptisation des avenues et des villes. C'est de tout cela qu'il est question dans la réflexion que je vous propose. Je vous invite à relever le puissant défi de la reprise en main de nous-mêmes. Ce n'est que les philosophes stoïciens et l'homme d'État romain du 1er siècle de l'ère chrétienne l'avaient si bien dit dans sa lettre à Lucilius sur l'emploi du temps. Il a dit « Prendre possession de soi-même comme peuple et civilisation, c'est commencer par se rendre possesseur du temps et surtout maître du temps national. Ce temps national, c'est l'histoire. Alors, mieux qu'espier nos défauts, purger nos faiblesses et redresser notre humanité,
Ces défis consistent à réécrire notre histoire pour que le présent soit désormais affranchi de l'imparfait du passé et que l'impératif d'un présent parfait fasse que le futur se conjugue au plus que parfait. Voilà, chers frères et sœurs émergents, pourquoi l'écriture de cette histoire doit être éminemment autobiographique. Voilà pourquoi cette histoire doit commencer par se rappeler cette citation de Cheikh Anta Diop. Les nègres ignorent que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Fin de citation. Voilà enfin, et vous l'aurez constaté, chers frères et sœurs émergents, qu'il y a dans ces plaidoyers quelques gouttes d'une révolte difficile à contenir. En effet, la réflexion que je vous propose est un appel à une révolution tranquille et profonde. Une révolution ni sanglante, ni vandalisante, mais une révolution décisive qui va abattre cette pieuvre invisible devant laquelle, sans le savoir, tout le monde semble s'incliner. Croyez-moi, chers émergents, l'étincelle qui va déclencher cette révolution, c'est la réécriture de notre histoire et c'est toute la quintessence de la réflexion que je vous propose. Je vous remercie. Le texte que je viens d'écouter du frère Didier Moumengi, ton frère là, c'est un texte d'une portée historique. Je dis bien historique et je pèse mes mots. Je ne sais même pas si lui-même s'en rend compte. Je ne sais même pas s'il se rend compte de la puissance de son texte. Probablement oui. Mais c'est un texte, si j'étais encore à Paris, là, j'allais faire venir tous les panafricains à la boutique, tous les kamites, et j'allais leur faire écouter ce texte. Le texte est tellement puissant qu'il mérite d'être classé parmi les textes contemporains des leaders actuels et futurs. C'est une adresse à toute la nation, non pas que congolaise, mais africaine et kamite en général, même de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Tu vois? Pour ma part, je vais garder ce texte, je vais le diffuser à mes frères congolais et tous les kamites qui sont avec moi là. C'est l'Urem Messout, l'Urem Messout, un égyptien pharaonique, tu vois, c'est le retour à la renaissance pour repartir, tu vois. En même temps, l'adresse qu'il fait, il y a plusieurs, qu'il fait à la nation et à la jeunesse, il y a plusieurs, on va dire, pans, plusieurs départements qui nécessitent qu'on s'y penche et qu'on réfléchisse et qu'on travaille pour faire avancer les choses, tu vois. C'est vraiment un texte de référence avec vraiment des rappels historiques, scientifiques, philosophiques, etc. Et moi, je dis bravo. Si les leaders africains, les jeunes leaders, ou même les moins jeunes s'emparent de ce genre de texte ou pondent ce genre de texte pour leur peuple, je pense que le réveil se fera de façon générale et déterminée. Donc vraiment, ça me remplit de joie intérieure, ce genre de texte. Je ne m'attendais pas à l'entendre de la part des dirigeants politiques actuels. Comme quoi, il y a encore des valeurs parmi nous. Il y a des pépites, il faut savoir fouiller pour les retrouver. Lui, c'est une véritable pépite, ce frère-là. Tu peux le féliciter de ta part et même de ma part. Et je vais le faire partager à tous mes amis conférenciers, historiens, égyptologues. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai dit que comme je vais rester ici au Sénégal maintenant, ça va être ma base. Je vais créer en tout cas faire se rencontrer des kamites ici, dans l'état d'esprit dont il parle, le frère Moumengi là, puisqu'on est en fait les panafricains les plus conscients sont dans cet état d'esprit quoi, tu vois. Donc on va essayer de regrouper les kamites de valeur, ceux qui veulent faire avancer le continent et qui en ont marre de ce qui se passe dans le continent là, au niveau politique. Et j'en ai déjà pas mal avec moi là. Donc ça va être des groupes de réflexion, des task force comme on dit aux États-Unis, chargés de réfléchir selon la voie tracée par les ancêtres, tu vois.
avec la maths, dans les décisions politiques, culturelles, scientifiques, monétaires. On a des textes mathématiques sur tous les plans de la gouvernance, d'une gouvernance politique, on va dire droite, sérieuse, éthique, avec des valeurs, etc. Une question d'organisation et de détermination. Les gens sont de plus en plus conscients. Il suffit de leur adresser le bon discours et pour les rassembler et pour les mettre en marche pour le travail, tu vois. Et le fait qu'il y ait un peu des satellites kamites un petit peu en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est très bien. Il faut réseauter, il faut faire des réseaux, il faut faire des lobbies, tu vois. Il faut relier les uns aux autres par la solidarité, par une idéologie africaine ancestrale qui va être le fil pour réunir tout le monde et pour aller dans la bonne direction, tu vois. Donc, je t'en parlerai quand je rentre à Paris, là. Je t'en parlerai. Il est temps qu'on agisse, quoi. L'heure a sonné. L'heure du réveil a sonné. Il est temps qu'on agisse. On ne peut plus subir les événements. Il faut aller les conquérir. Il faut conquérir ce qu'on veut. Comme disait Omotunde, il faut avoir acquérir cette notion de puissance, ce désir de puissance. Et il faut être convaincu qu'on est puissant. Et à partir de là, tu vas conquérir la puissance et tu vas conquérir les objectifs, tu vois. On va en discuter quand on va se voir. Au TEP.